10 jours suffisent pour fissurer un commerce supposé immuable. À Ouagadougou, les marchés ouvrent comme d'habitude. Pourtant, un décret tarifaire sur 11 produits agricoles américains vient d'entrer en vigueur. En 10 jours, les expéditions de blé américain vers l'Afrique de l'Ouest chutent de plus de 40%. Et, en 2 semaines, près de la moitié de l'offre importée se substitue déjà, tandis que le blé américain recule d'environ 8% sur les marchés à terme, laissant des silos du Midwest se remplir trop vite. Que cherche Ibrahim Traoré en touchant la nourriture du continent? Une dépendance se rend en renverse, sans bruit. Ce récit promet d'éclairer un mécanisme souvent sous-estimé, la manière dont une décision commerciale locale peut redistribuer des leviers de puissance à l'échelle mondiale. L'intérêt pour le lecteur est simple. Comprendre comment l'alimentation devient un instrument stratégique. Derrière les chiffres de flux et de prix, il s'agit d'un basculement plus profond, où des chaînes d'approvisionnement réputées solides révèlent des dépendances longtemps ignorées. Ce déplacement affecte non seulement les producteurs américains, mais aussi les consommateurs africains, les gouvernements régionaux et les partenaires extérieurs qui observent ces ajustements avec attention. Ce qui se joue ici dépasse le commerce agricole. C'est la capacité d'un pays à nourrir sa population, à préserver son autonomie diplomatique et à négocier d'égal à égal. Lorsque Ibrahim Traoré engage cette rupture, il ne se contente pas de modifier des tarifs. Il met à l'épreuve un système hérité de plusieurs décennies. Suivre cette histoire permet donc d'anticiper comment d'autres secteurs pourraient, demain, subir des chocs similaires. En seulement 10 jours, plus de 40% des expéditions de blé américain vers l'Afrique de l'Ouest ont disparu des routes commerciales. Cette contraction fulgurante, rarissime dans le secteur céréalier, a pris de court analystes et exportateurs, révélant une vulnérabilité que peut soupçonner encore quelques semaines plus tôt. Ce chiffre ne décrit pas seulement une baisse de volume, il signale un décrochage structurel entre une offre historiquement dominante et des marchés désormais prêts à la contourner. Là où les flux transatlantiques suivaient un rythme quasi mécanique, la rupture a exposé la dépendance à des anticipations politiques et logistiques fragiles. Avant le décret, les échanges agricoles entre les États-Unis et le Sahel reposaient sur des contrats longs, une prévisibilité élevée et l'idée largement partagée que ces marchés resteraient captifs. Après l'entrée en vigueur des tarifs, cette certitude s'est dissoute. Les ports du Golfe ont suspendu des cargaisons déjà chargées. Les assureurs ont exigé de nouvelles validations contractuelles. Et les coopératives du Midwest ont vu leurs silos se remplir plus vite que prévu. Dans le même temps, à Ouagadougou et dans d'autres villes sahéliennes, la vie quotidienne semblait inchangée. Pourtant, derrière cette apparente continuité, une recomposition silencieuse s'opérait, portée par des réseaux alternatifs déjà en place et par une production locale longtemps marginalisée. Cette décision ne s'inscrit pas dans l'improvisation. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'aligne sur une dynamique régionale visant à reprendre le contrôle de l'alimentation, à stimuler la transformation locale et à réduire la dépendance aux céréales importées. Ce choix, perçu initialement comme symbolique par Washington, s'est révélé être un test grandeur nature de la capacité du Sahel à réagir vite. Le point clé, c'est que la rupture n'était pas accidentelle. Elle était préparée, attendue et prête à se manifester dès que la première fissure apparaîtrait. Les premiers signaux concrets du basculement ne sont pas venus des ministères ni des salles de marché, mais de trajectoires ordinaires, prises dans des flux soudains interrompus. Dans le Midwest, un gestionnaire de coopérative raconte des silos remplis dès le début de saison, une situation inhabituelle qui oblige à improviser des solutions de stockage coûteuses. Les équipes réécrivent leur planning, les contrats sont renégociés à la hâte et l'incertitude s'installe là où régnait une routine bien huilée. Ce n'est plus une projection abstraite, c'est un quotidien déjà déplacé. À Ouagadougou, le contraste est frappant. Une vendeuse de farine décrit des étals où les sacs importés, autrefois dominants, cèdent de la place aux productions locales. Les clients hésitent, comparent, puis reviennent, attirés par des variétés qu'ils avaient délaissées.
La transition n'est pas sans tension sur les prix, mais elle s'accompagne d'un sentiment nouveau, celui de participer à un mouvement plus large que l'acte d'achat lui-même. Les marchés s'adaptent, parfois lentement, parfois avec une surprenante agilité. Ces récits parallèles dessinent une même ligne de fracture. Au nord, la surcharge révèle une dépendance à des débouchés considérés comme acquis. Au sud, la révalorisation signale une capacité de substitution longtemps sous-estimée. Entre les deux, la décision portée par Ibrahim Traoré agit comme un déclencheur, non pas en dictant chaque conséquence, mais en accélérant des dynamiques déjà latentes. En clair, une politique lointaine modifie des vies immédiates. L'activation a été presque imperceptible au départ. Un décret tarifaire entre en vigueur, visant 11 produits agricoles américains, du blé au lait en poudre. Sur le papier, il s'agit d'une mesure technique, calibrée, limitée. Dans les faits, elle rompt une mécanique bien rodée. Les premières heures voient les opérateurs chercher à comprendre la portée réelle du texte, tandis que les cargaisons déjà en mer poursuivent leur route, comme si rien ne devait changer. Cette inertie initiale masque toutefois une réalité plus fragile. Les chaînes logistiques reposent sur l'anticipation, et l'anticipation vient de basculer. Le passage au point de tension se produit rapidement. Les ports du Golfe suspendent des expéditions prévues. Les assureurs demandent des garanties supplémentaires et les traders révisent leurs projections en urgence. En quelques jours, les silos du Midwest commencent à se remplir plus vite que prévu, signal tangible d'un débouché qui se ferme. Les coopératives annulent donc des contrats de long terme, incapables d'absorber des stocks excédentaires. Ce qui devait être un ajustement ciblé devient un choc systémique, révélant combien la stabilité reposait sur des hypothèses non testées. Le point culminant survient lorsque l'Afrique réagit plus vite que prévu. En moins de 2 semaines, près de la moitié de l'approvisionnement auparavant assuré par les États-Unis est remplacé par des flux alternatifs venus d'Algérie, du Brésil ou de Russie. Parallèlement, les unités de transformation locales augmentent leur cadence, profitant de la hausse des prix du mil et du sorgho pour stimuler la production nationale. Cette double dynamique, substitution externe et montée en puissance interne, confirme que la rupture n'est pas temporaire, elle est structurante. Dans ce moment de bascule, la dimension politique se cristallise. Le discours d'Ibrahim Traoré, affirmant qu'aucun pays ne peut être souverain si sa nourriture dépend des autres, agit comme un point de ralliement. Il ne crée pas la dynamique, mais il la rend lisible, assumée, difficile à inverser, sans coût politique. Washington, qui avait d'abord qualifié la mesure de symbolique, revoit son analyse. L'émergence du mémo Sahel Sanctions Package ajoute une couche géopolitique, transformant une dispute tarifaire en épreuve stratégique. Les retombées s'installent ensuite, plus lentement mais durablement. Aux États-Unis, les familles agricoles ajustent leur budget. Certaines entreprises évoquent des licenciements et plusieurs États du Midwest pressent l'administration fédérale de négocier. En Afrique de l'Ouest, la mesure devient un symbole identitaire, associé à une idée d'autonomie longtemps espérée. 2 continents avancent désormais dans des directions opposées. L'un cherche à contenir des pertes, l'autre découvre un levier de pouvoir inattendu. Ce déroulé met en lumière une séquence claire, activation, tension, retombée, où chaque étape renforce la suivante. Une fois enclenchée, la dynamique ne revient pas spontanément à l'équilibre antérieur. Elle oblige chaque acteur à réévaluer ses certitudes, ses dépendances et ses marges de manœuvre. Au point de départ, les échanges agricoles entre les États-Unis et le Sahel reposaient sur un socle stable. Les volumes exportés évoluaient dans des marges prévisibles, soutenus par des contrats longs et par l'idée largement admise que ces marchés resteraient accessibles. Ce point de départ traduisait une dépendance mutuelle perçue comme rationnelle. Efficacité des filières américaines d'un côté, sécurité d'approvisionnement de l'autre. Le décret tarifaire a transformé ce point d'équilibre en écart mesurable, révélant des vulnérabilités que la stabilité masquait. Le premier indicateur quantifiable est la chute de plus de 40% des expéditions de blé américains vers l'Afrique de l'Ouest en seulement 10 jours.
Une contraction d'une telle rapidité est exceptionnelle dans le commerce céréalier, où les ajustements se font habituellement sur plusieurs mois. Ce pourcentage ne reflète pas une simple baisse conjoncturelle. Il montre comment une pression tarifaire ciblée peut fracturer un marché considéré comme privilégié. Derrière ce chiffre se cache la fragilité d'un système dépendant d'une continuité politique externe que les exportateurs américains pensaient acquise. En quelques jours, un débouché clé s'est transformé en goulot d'étranglement. Le deuxième repère chiffré concerne les prix. Sur les marchés à terme, le blé américain a reculé d'environ 8%. Cette baisse, bien que significative, n'a pas suffi à restaurer la compétitivité face aux nouveaux tarifs imposés. Elle illustre la perte de levier des exportateurs, contraints de réduire leurs marges sans pour autant reconquérir leurs parts de marché. Ce mouvement indique que l'ajustement par les prix, longtemps considéré comme un amortisseur efficace, ne fonctionne plus lorsque la contrainte est structurelle et non temporaire. Les marchés ont intégré l'idée que la pression ne serait pas de courte durée. Le troisième indicateur met en lumière la capacité d'adaptation du Sahel. En l'espace de 2 semaines, près de 50% de l'approvisionnement auparavant assuré par les États-Unis a été remplacé par des sources alternatives, notamment l'Algérie, le Brésil et la Russie. Cette proportion révèle une réactivité régionale bien plus élevée que prévu. Elle montre que des réseaux commerciaux parallèles existaient déjà et pouvaient être activés rapidement. Ce chiffre n'indique pas seulement une substitution externe. Il valide un choix stratégique visant à réduire une dépendance perçue comme risquée. Pris ensemble, ces 3 éléments dessinent une dynamique claire. Ils ne racontent pas seulement une baisse mécanique des exportations américaines. Ils décrivent un glissement de pouvoir commercial. Pour les producteurs du Midwest, ces données se traduisent par des silos saturés, des budgets réécrits et une pression accrue sur les marges. Pour les marchés sahéliens, elles confirment la faisabilité d'une diversification rapide, combinée à une montée en puissance de la transformation locale. La temporalité est tout aussi révélatrice que les pourcentages. 10 jours pour un recul de 40%, 2 semaines pour remplacer la moitié de l'offre américaine. Ce rythme indique que la réaction n'était pas improvisée. Elle est le produit d'années de frustrations accumulées, de politiques agricoles inabouties et de préparatifs discrets. Sous l'impulsion politique assumée d'Ibrahim Traoré, ces chiffres deviennent la mesure concrète d'un réveil stratégique. Ils quantifient non seulement un choc économique, mais la vitesse à laquelle un système de dépendance peut être remis en cause. Les défenseurs du modèle agricole américain avancent un premier argument solide. Selon eux, le Sahel reste structurellement exposé aux aléas climatiques, à des capacités d'irrigation limitées et à des coûts logistiques élevés. Dans cette perspective, la dépendance aux importations américaines ne relèverait pas d'un déséquilibre politique, mais d'un calcul économique rationnel fondé sur l'efficacité, la régularité et l'échelle des filières nord-américaines. La chute soudaine des exportations serait donc interprétée comme une distorsion temporaire, appelée à se résorber dès que les tensions tarifaires s'atténueront. Cette lecture parie sur un retour progressif à la normale, une fois les ajustements absorbés par les marchés. Un second argument, tout aussi cohérent, émane des partisans d'un rééquilibrage africain. Ils estiment que l'ère des dépendances systématiques touche à ses limites et que le choc actuel révèle précisément l'inverse de la thèse précédente. À leurs yeux, la rapidité avec laquelle près de la moitié des importations américaines a été remplacée en 2 semaines prouve que les marchés sahéliens ont atteint un seuil de maturité longtemps sous-estimé. La diversification vers l'Algérie, le Brésil ou la Russie ne serait pas un pis-aller, mais l'activation de réseaux déjà opérationnels. De plus, la hausse immédiate de la transformation locale et la revalorisation du mil et du sorgho indiqueraient une capacité interne à absorber une part croissante de la demande. La confrontation de ces deux visions
passe par les faits observés dans les premières semaines. Les flux américains se sont effondrés en 10 jours. Or, un délai trop court pour être attribué à une simple réaction émotionnelle des marchés. Les routes alternatives se sont consolidées en moins d'un mois, sans provoquer de rupture majeure de l'approvisionnement régional. Dans le même temps, les ajustements de prix américains n'ont pas permis de reconquérir les volumes perdus. Ces éléments suggèrent que la transition ne relève ni d'un accident isolé, ni d'une correction mineure. La lecture factuelle conduit donc à une conclusion nuancée. Les limites structurelles du Sahel existent, mais elles n'ont pas empêché une adaptation rapide lorsque l'incitation politique et économique a changé. Le choc a mis en lumière une capacité d'action plus élevée que prévu, tout en révélant la fragilité d'un modèle fondé sur l'idée de marché captif. Ce moment ne tient pas à un nouveau chiffre, ni à une annonce spectaculaire, mais à un déplacement silencieux de la perception du risque. Lorsque les marchés comprennent que la rupture peut durer, ils cessent d'attendre un retour à l'état antérieur et commencent à bâtir autour d'un nouvel équilibre. À cet instant précis, la décision tarifaire cesse d'être un épisode et devient un cadre. Ce basculement se lit dans les comportements. Les exportateurs américains n'anticipent plus une reprise automatique. Ils cherchent des débouchés alternatifs. Les traders intègrent durablement de nouveaux fournisseurs dans leur modèle. En Afrique de l'Ouest, les acteurs locaux investissent avec davantage de confiance, convaincus que l'espace ouvert ne se refermera pas du jour au lendemain. Le marché agit comme si la dépendance d'hier appartenait déjà au passé. L'ancrage politique rend ce changement difficilement réversible. En assumant publiquement la logique de souveraineté alimentaire, Ibrahim Traoré transforme une mesure économique en position stratégique. Revenir en arrière ne serait plus un simple ajustement technique, mais un renoncement symbolique coûteux. Cette dimension verrouille la dynamique en cours. Le tournant central se résume à une idée simple. La question n'est plus de savoir si le système ancien va revenir, mais comment les acteurs vont s'adapter à celui qui émerge. À partir d'ici, chaque décision s'inscrit dans un paysage redessiné. Les conséquences de ce basculement se déploient désormais de manière concrète, différemment selon les acteurs concernés. Pour les gouvernements, le choc agit comme un test de crédibilité. Aux États-Unis, plusieurs États du Midwest pressent Washington de négocier afin d'éviter que des pertes temporaires ne deviennent structurelles. Les autorités doivent arbitrer entre fermeté politique et soutien à des filières agricoles fragilisées. En Afrique de l'Ouest, à l'inverse, le décret burkinabé ouvre un espace politique nouveau. Il alimente des discussions régionales sur la coordination des politiques d'importation et sur la place de l'agriculture dans les stratégies de souveraineté, transformant une mesure nationale en référence collective. Pour les entreprises et coopératives, l'impact est immédiat et mesurable. Les exportateurs américains font face à des stocks excédentaires, à des marges compressées et à l'obligation de trouver rapidement de nouveaux débouchés. Certains envisagent des réductions d'activité si la situation se prolonge. Du côté africain, les entreprises de transformation locale gagnent en visibilité. L'augmentation de la capacité des moulins et des unités de stockage crée des opportunités, mais impose aussi des investissements rapides et parfois risqués. Le marché devient plus compétitif, mais aussi plus exigeant. Les consommateurs ressentent le changement de manière contrastée. Dans certaines villes sahéliennes, les prix ont temporairement augmenté à mesure que les circuits d'approvisionnement se réorganisaient. Cette tension initiale est cependant compensée par une offre locale plus visible et par un discours valorisant l'achat de produits nationaux. Pour une partie de la population, consommer local devient un acte porteur de sens, associé à l'idée d'autonomie. Aux États-Unis, les effets sont moins visibles au quotidien, mais la hausse potentielle des coûts et la fragilisation de certaines exploitations agricoles finissent par toucher les communautés rurales. Enfin, à l'échelle régionale et géopolitique, l'effet dépasse largement les céréales.
le Mali et le Niger évoquent publiquement des ajustements similaires, tandis que d'autres pays observent attentivement les résultats burkinabés avant d'agir. Cette dynamique renforce l'idée qu'un rapport de force peut être renversé sans confrontation directe. La position affirmée d'Ibrahim Traoré sert ici de catalyseur, non parce qu'elle impose un modèle unique, mais parce qu'elle montre qu'une alternative est praticable. Pris ensemble, ces effets dessinent un paysage où chaque groupe ajuste ses choix sous contrainte. Le décret n'a pas créé ces tensions, il les a rendues visibles et opérantes. La question n'est plus de savoir qui est affecté, mais jusqu'où ces ajustements iront. Sur l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires distinctes peuvent être envisagées. Aucune n'est certaine, mais chacune éclaire des choix possibles et leurs conséquences, selon la manière dont les acteurs absorberont le choc actuel. Dans le scénario de base, les tensions se stabilisent, sans résolution claire. Les tarifs restant en place, mais aucune escalade majeure n'intervient. Certains pays sahéliens s'inspirent partiellement de la démarche burkinabé, tout en avançant avec prudence pour ne pas rompre brutalement leurs relations commerciales. Les exportateurs américains diversifient leurs débouchés et réduisent progressivement leurs excédents, mais continuent de perdre une part significative du marché ouest africain. Les capacités locales de transformation progressent à un rythme modéré. Le système ne revient pas en arrière, mais il ne bascule pas totalement non plus. Dans un scénario optimiste pour l'Afrique, la coordination régionale s'intensifie. Des partenariats financiers et logistiques soutiennent l'investissement dans le stockage, la transformation et la distribution locale. Les prix internes se stabilisent, rendant la transition socialement plus acceptable. Les importations se diversifient durablement, réduisant la dépendance à un fournisseur unique. Dans ce cadre, la stratégie assumée par Ibrahim Traoré apparaît comme un catalyseur, ayant accéléré un mouvement déjà latent. Le Sahel gagne en crédibilité et en pouvoir de négociation sur les marchés agricoles mondiaux. À l'inverse, un scénario de dégradation reste possible. Les États-Unis pourraient activer des mesures économiques plus contraignantes, augmentant la pression financière et diplomatique. Certains marchés africains, fragilisés par des hausses de prix ou des goulets logistiques, peinent à absorber les changements. Des divergences internes apparaissent entre pays, affaiblissant la coordination régionale. Si des reculs partiels surviennent, la méfiance envers les anciens fournisseurs persiste, laissant un paysage commercial plus fragmenté. Ces 3 scénarios invitent à une même lecture conditionnelle. Si les investissements suivent et que la coordination tient, alors la transition se consolide. Si les tensions s'aggravent sans amortisseur, alors les coûts sociaux augmentent. L'enjeu n'est pas de prédire l'issue, mais d'identifier les signaux faibles qui indiqueront quelle trajectoire est en train de s'imposer. Pour le public, ce basculement n'est pas seulement une affaire de gouvernement ou de marché lointain. Il touche des groupes précis, avec des effets différenciés qui méritent d'être rendus visibles. Pour les communautés rurales américaines, la crise se traduit par une insécurité nouvelle. Les revenus deviennent plus volatiles, les décisions d'investissement sont repoussées et la transmission d'exploitation familiale déjà fragilisée se complique. Ce qui était perçu comme un débouché stable se révèle conditionnel, rappelant la dépendance à des équilibres extérieurs souvent invisibles. Pour les foyers urbains sahéliens, l'impact est plus ambivalent. Certains subissent donc des hausses temporaires de prix, d'autres découvrent une offre locale plus diversifiée. Le changement demande des ajustements, mais il ouvre aussi la possibilité de circuits plus courts et de produits mieux adaptés aux habitudes alimentaires. À court terme, l'effort est tangible. À moyen terme, l'autonomie promise devient plus concrète. Un 3e groupe concerne les acteurs économiques intermédiaires, commerçants, transformateurs, transporteurs. Ils se situent au cœur de la transition. Leur capacité à s'adapter, à investir et à coordonner leurs actions détermine la réussite ou l'échec du mouvement. Là où les politiques publiques donnent des signaux clairs, ces acteurs répondent plus vite. Là où l'incertitude persiste, ils hésitent.
Pour le lecteur, deux gestes simples émergent et bémèrent. D'abord, observer au-delà des annonces politiques et suivre les indicateurs concrets, flux, prix, capacité locale. Ensuite, relier ces données à des choix quotidiens, qu'il s'agisse de consommation, de débat public ou d'analyse critique de l'information. Ce déplacement du regard permet de comprendre que les grandes recompositions passent souvent par des décisions ordinaires. Ce chapitre rappelle une chose essentielle. Derrière chaque ajustement macroéconomique se trouvent des vies qui s'adaptent, résistent ou se réinventent. Si une issue constructive doit émerger de cette confrontation, elle passe par une feuille de route lisible, articulée autour d'objectifs mesurables et de responsabilités clairement réparties. La première étape concerne la transparence commerciale. La mise en place d'un mécanisme de suivi conjoint associant coopératives américaines, ministères sahéliens et observateurs indépendants permettrait de publier régulièrement des données harmonisées sur les volumes échangés. L'indicateur clé serait la variation mensuelle des flux, afin de réduire les spéculations et les malentendus politiques. La deuxième étape vise le soutien ciblé à la transformation locale. Les États du Sahel pourraient définir un plan d'investissement pluriannuel dans le stockage et la transformation, avec un objectif simple: augmenter progressivement la part des céréales locales intégrées aux circuits commerciaux. Les progrès seraient évalués par des indicateurs précis, comme la capacité installée et la part de production nationale écoulée. Cette orientation prolonge l'impulsion politique assumée par Ibrahim Traoré, tout en donnant au marché des repères stables. Une troisième étape concerne la diversification ordonnée des exportations américaines. Plutôt que de chercher à restaurer à tout prix l'ancien équilibre, les exportateurs seraient incités à sécuriser de nouveaux débouchés et à réduire les stocks excédentaires. La mesure de performance serait la diminution des volumes immobilisés dans les silos, signal d'un ajustement effectif. Enfin, une plateforme de négociation multilatérale pourrait fixer des seuils tarifaires acceptables afin d'éviter des escalades successives. Le critère central serait le nombre de différends résolus sans durcissement supplémentaire. Ces étapes n'effacent pas les tensions, mais elles offrent un cadre pour les canaliser. La logique est claire. Si chaque acteur accepte d'ajuster ses certitudes, alors la transition gagne en stabilité et en prévisibilité. Au fil de ce récit, deux images sont revenues comme des repères silencieux. D'un côté, les silos du Midwest qui se remplissent trop vite, symbole d'un système fondé sur la certitude de débouchés lointains. De l'autre, les sacs de farine locale alignés sur les marchés de Ouagadougou, porteurs d'une promesse d'autonomie retrouvée. Entre ces deux scènes, un même fil relie des réalités humaines que l'on oppose rarement, mais qui dépendent d'un équilibre commun. Le rôle d'Ibrahim Traoré dans cette inflexion n'a pas été de diriger chaque conséquence, mais de nommer une idée longtemps diffuse. En affirmant que la souveraineté commence par ce que l'on produit et consomme, il a donné une forme politique à des aspirations déjà présentes. Ce geste a transformé un ajustement tarifaire en symbole, capable de fédérer au-delà des chiffres et des contrats. Ce qui marque, à ce stade, n'est pas la victoire d'un camp sur l'autre, mais la prise de conscience collective. Les certitudes se déplacent, les dépendances sont questionnées, et les acteurs comprennent que les équilibres anciens ne garantissent plus l'avenir. Une phrase résume ce moment. Le levier du monde peut changer demain. Ce rappel émotionnel clôt le parcours en reliant données, décisions et vécus, sans effacer la complexité du basculement. Ce basculement ne se résume pas à un affrontement lointain entre États ou marchés abstraits. Il raconte une époque où des décisions perçues comme techniques révèlent des choix de société, des priorités collectives et des visions concurrentes du futur. Entre les plaines agricoles du Midwest et les marchés sahéliens, une même question traverse les trajectoires individuelles. Comment s'adapter lorsque les repères anciens cessent de tenir? Comprendre ces dynamiques ne demande pas d'adhérer à une position unique, mais d'accepter la complexité des interdépendances. Observer les chiffres, écouter les récits de terrain, confronter les points de vue permet de dépasser les réactions immédiates.
C'est dans cet espace d'analyse que se construit une compréhension plus fine des recompositions en cours. Chacun peut y prendre part, à son échelle, en s'informant avec rigueur, en discutant sans caricature, en reliant les enjeux agricoles aux questions plus larges de souveraineté et de coopération. Les transformations décrites ici ne sont pas figées. Elles se façonnent par des choix cumulés, des débats ouverts et des regards attentifs. Alors que cette nouvelle phase s'amorce, une interrogation demeure ouverte. Comment souhaitez-vous participer à ce dialogue mondial en mouvement ?